Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus ici en direct de l'amphithéâtre de l'IH2EF pour une nouvelle émission au Périscope, aujourd'hui consacrée à l'accueil des nouveaux personnels. Le bien-être des personnels est aujourd'hui une préoccupation qui représente un sujet pour l'institution. Et le Grenelle de l'éducation s'est emparé de cette thématique en proposant aux académies de rédiger des feuilles de route autour des ressources humaines. Par exemple, l'aspect accueil des nouveaux personnels fait bien évidemment partie de ces préoccupations. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec nos intervenants du jour. Bonjour à vous trois et notre intervenant qui est à distance. Je vais vous présenter donc un par un. Marie-Pierre Luigi, vous êtes présidente de l'association Préo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean Pralon, vous êtes professeur de GRH à l'école de management de Normandie. Bonjour et bienvenue. Christelle Derache, vous êtes DRH dans l'Académie de Lille. Bonjour. Bonjour. Et Albin Catio, à distance, vous êtes doyen des IA IPR dans l'Académie de Lille. Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, parfaitement. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors nous aurons deux parties, comme chaque émission, une première partie introductive, plus contextuelle, et une seconde partie avec des exemples concrets, en l'occurrence ceux dans l'Académie de Lille. Et on va démarrer avec vous, Jean Pralon. Première question, comment la recherche en GRH adresse-t-elle cette question de l'entrée dans l'organisation? Alors elle dit deux choses, ou plutôt il y a deux concepts qu'il faut utiliser dans ce type de circonstances. Le premier, c'est la socialisation organisationnelle. Alors c'est Edgar Schein qui, le premier, a dit cette chose assez banale: n'importe quelle organisation a ses normes, et donc c'est le rôle de tout nouveau venu de se socialiser et donc d'apprendre à utiliser ces normes-là. Alors c'est pas très original dit comme ça, par contre ça amène à se demander comment est-ce qu'une organisation repère ses règles, comment est-ce qu'elle se connaît suffisamment pour savoir les règles qu'elle doit diffuser auprès de ses nouveaux venus, et quels sont les processus qu'elle met en place. Alors ça amène deux questions sous-jacentes. La première, c'est finalement quelles sont ces règles que l'organisation doit connaître, qu'est-ce qu'elle doit savoir sur son mode de fonctionnement, et puis qu'est-ce qu'elle met en place pour que les nouveaux comprennent ces règles-là. Et c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que vous savez que cette vieille formule, c'est le poisson ne connaît pas l'eau puisqu'il est dedans. Et beaucoup de membres des organisations, et c'est vrai pour les très grosses ou pour les toutes petites, connaissent très mal les règles qu'ils s'appliquent à eux-mêmes puisqu'ils sont dedans. Et donc le premier travail de n'importe quelle structure, c'est de faire ce petit travail d'introspection pour regarder au fond quelles sont les règles du jeu local, comment est-ce qu'on vit les choses localement, quelles sont les normes et les règles qui donnent à chacun un statut et un rôle dans l'organisation. Alors ça, c'est ce que disait Schein dans les années 80. Et ça a un peu bougé depuis, ça reste vrai bien sûr, mais ça reste à revoir un tout petit peu, parce que ça présuppose que les gens qui arrivent y arriveraient vierges de toute connaissance, de toute attente et de toute connaissance de ce qu'ils ont à faire. Ce qui n'est pas tout à fait exact, et c'est ce que Denise Rousseau a mis en avant un peu plus tard. Alors Denise Rousseau, elle a inventé un concept très utile, c'est celui de contrat psychologique. Alors le contrat psychologique, c'est psychologique qui est important dans le terme de contrat psychologique. Le contrat psychologique, c'est l'image qu'on se fait des droits et des devoirs qu'on a par rapport à son employeur. Alors, dit comme ça, là aussi, ça paraît assez basique, ça paraît assez simple. Au fond, quand j'arrive dans une organisation, j'ai des attentes, j'ai une image de ce qu'on me doit et de ce que je dois à l'organisation. Et là aussi, dit comme ça, c'est assez simple. Le vrai sujet, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et Rousseau a montré, de façon assez éclairante, que tous ceux qui entrent dans une entreprise sont porteurs de connaissances qui sont plutôt des croyances, donc un imaginaire de droits et de devoirs respectifs, qui sont des choses finalement assez méconnues, assez inconscientes, assez sous-jacentes, qu'on révèle en général assez peu et qu'on révèle très souvent dans l'erreur. Et donc, on va être porteur de ces croyances-là, qui sont très résistantes au changement, qui sont très ancrées en chacun de nous, et qui vont en général amener à avoir des comportements souvent un peu erronés, souvent un peu dysfonctionnels, souvent très éloignés de ce qu'on devrait attendre normalement, et qui vont être très résistantes au changement. Alors c'est vrai beaucoup dans les organisations, un peu comme l'éducation nationale, où quand on y arrive, on est porteur d'un imaginaire qui date d'assez longtemps, qui date de l'époque du lycée. On a découvert l'envie d'être professeur quand on était au lycée, très souvent par la confrontation avec un ou un autre professeur, et on s'est un peu imaginé ce que ce serait d'être à sa place. Et on a construit comme ça des images de la fonction, du métier, de l'institution, qui datent de 5 à 10 ans auparavant, qui n'ont pas vraiment été contestées ou remises en cause depuis, et qui vont se confronter à la réalité de la vie du lycée ou de la vie du collège. Et on va y découvrir évidemment des modes de fonctionnement qui sont un peu différents et qui sont souvent un peu difficiles à assimiler du fait justement de ce caractère un peu résistant de ces croyances-là. Alors quels sont justement les processus psychologiques sous-jacents que vous évoquez? Alors, ces processus, c'est ça, c'est des croyances. On a tous des croyances sur le monde, on interagit avec le monde qui nous entoure sur la base de ces croyances-là, et ce sont elles qui permettent de considérer des choses comme étant évidentes, étant naturelles, spontanées, évidentes,
alors que sinon elles ne le sont pas. Et tout le travail de tout nouveau venu, c'est progressivement de se confronter à ces croyances, à se dire que la vraie vie n'est pas celle qu'on imaginait, c'est pas seulement qu'elle est mieux ou moins bien, c'est qu'elle est différente. Donc la vraie vie du lycée, la vraie vie de l'organisation n'est pas celle qu'on imaginait. Et pour ça, il faut se confronter à l'image qu'on s'en était faite. Et pour ça, il faut un peu débusquer les processus sous-jacents, qui sont donc ces croyances-là, qui sont très, très résistantes au changement. Alors, fort de ces lectures, comment on accompagne ces personnels? Alors il y a deux choses. D'abord, il y a évidemment apprendre de façon un peu formelle les lois, les règles, les normes et les statuts de l'organisation. Donc qu'est-ce qu'un proviseur, quel est son poids hiérarchique, qu'est-ce qu'un professeur, quel est son poids hiérarchique, quel est son rôle et quel est son statut, donc qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'il peut attendre des autres. Et ça, il faut le formaliser un petit peu, l'expliquer de façon un peu claire, un peu explicite, pour que chacun y retrouve un peu ses bases et progressivement comprenne son rôle et son statut parmi le rôle et le statut des gens qui l'entourent. Ça, c'est l'aspect un peu formel, et c'est ce que disait Garsheim. Et puis pour ce qui est des schémas cognitifs, c'est-à-dire des croyances qui font le contrat psychologique, là, il faut être un peu plus accompagnant, ça relève moins de la formation et plus du management, donc d'une relation de proximité, qui va progressivement faire prendre conscience que oui, les droits et devoirs, les attentes et les besoins de chacun sont un peu décalés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Et ça se voit plus dans l'interaction one-to-one. C'est plutôt dans la relation de management qu'on le découvre. Et ça, du coup, ça se fait une fois le personnel engagé ou ça peut se faire un peu par prévention en amont? Alors il y a les deux. Je pense que des formations, ça se prête très bien à tout ce qui est rôle et statut. Donc ça se prête très bien à une formation d'ouverture, d'entrée, de socialisation. Ça marche très bien comme ça. Pour ce qui est du contrat psychologique, donc amener à reformuler ses croyances par rapport à son employeur, à reformuler sa perception de son rôle et de son statut, ça se fait un peu moins par la formation, ça se fait plus par l'accompagnement de proximité. Et là, classiquement, c'est le rôle du manager. Alors, dans l'éducation nationale, le manager, c'est un peu le proviseur, et puis c'est un peu l'inspecteur. Alors on entend parler beaucoup justement de la perte d'attractivité du monde de la fonction publique et de l'éducation nationale. Christelle Derage, comment peut-on agir pour développer l'attractivité auprès des personnels? C'est une grande question. Vous me donnez 4 heures pour répondre? À peu près. Ça va aller alors. En fait, l'attractivité, c'est un vrai sujet aujourd'hui et je pense que les personnes qui nous regardent sont, dans leur rôle et fonction, confrontées à cette situation-là. Encore ce matin, j'entendais à la radio des manques d'enseignants, le fait de vouloir comptabiliser le nombre d'enseignants qui manquent. Aujourd'hui, on a une vraie question. On a une question qui est plus large que l'éducation nationale, qui est celle de la fonction publique en général, et d'un monde du travail qui change. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche du travail trouve du travail. Et on a pléthore d'employeurs, surtout sur des grosses métropoles ou des secteurs qui vont recruter assez facilement. Et dans ce monde du plein emploi où chacun a des choix, on a un enjeu, nous, à changer nos modes de faire, à être réactif quand on a des candidatures, à tout de suite contacter quelqu'un qui va postuler, parce que sinon, la personne aura trouvé du travail ailleurs très, très rapidement. Donc là, c'est tout le rôle qu'on a avec les inspecteurs quand on parle des enseignants. Et cette question d'attractivité, elle est dans comment on va aller trouver la ressource, trouver le candidat, mais aussi quand on a présenté aussi qui on était comme employeur, parce que spontanément, l'éducation nationale n'est pas un employeur. C'est pas l'éducation nationale qu'on imagine trouver le plus facilement sur un salon de l'emploi. Or, il faut qu'aujourd'hui, on devienne un employeur et qu'on ait ses valeurs d'employeur, qu'on ait une marque employeur, comme on dit beaucoup. Et au-delà de l'attractivité, c'est comment on fidélise. Quand on a trouvé des candidats, quand on les a accueillis chez nous, donc ce que disait Monsieur Pralon, c'est très très important, l'accueil pour intégrer, pour fidéliser, faire en sorte que les personnes aient envie de rester et de continuer à exercer nos métiers. On a des métiers qui sont... tout le monde a un lien avec l'éducation nationale, ça a été dit tout à l'heure. On a tous été élèves à un moment ou à un autre, donc on a tous imaginé, rêvé un métier, comment on le confronte à la réalité, comment on fait tomber un peu ces codes-là, et comment nous, en tant qu'employeurs, on aide, on accompagne pour que ces nouveaux collègues restent. Donc, vous avez parlé en introduction des feuilles de route RH, c'est un élément très, très structurant dans les académies pour porter des valeurs et des intentions, et ça va au-delà des intentions, dans des actions très, très concrètes, de comment on va accueillir, ce qu'on va faire, comment on va faire. Un exemple simple à Lille, c'est la question de la réponse à chacun. Lille, c'est 80 000 personnels. Comment on fait en sorte qu'un personnel qui nous sollicite ait une réponse? Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, sinon on ne l'inscrirait pas de manière très forte dans notre feuille de route RH. Le fait de répondre, d'accorder de l'attention, c'est accorder de la reconnaissance, c'est donner envie aux gens de rester. Et donc ça fait partie de tout ce qui va être fidélisation. Donc il y a l'attractivité, comment on existe, comment on donne envie de venir dans nos métiers, comment on accueille bien pour que les personnes restent, et comment on entretient ça à travers les parcours. Et
Ça a été dit, mais c'est le rôle de tout le monde. Les ressources humaines, on a un rôle. Les bureaux de gestion dans l'accompagnement qu'ils font au quotidien ont un rôle. Les inspecteurs ont un rôle. Les chefs d'établissement ont un rôle. C'est vraiment le rôle de chacun. On est tous managers à un moment donné, quelque part. Oui, c'est ce que je vais vous demander. Quels acteurs on implique pour relever ce défi ? Tout le monde. On a des nouveaux métiers au sein de l'Éducation nationale que sont les conseillers RH de proximité, qui sont aussi complètement des acteurs de ce type de défi, qui vont accompagner les personnels, mais qui vont aussi représenter l'employeur dans les salons, etc. Et quelque part, je le dis assez souvent dans le cadre de mes fonctions, on est tous un ambassadeur à tout niveau qu'on soit, dans notre quotidien, un enseignant qui donne envie. Il y a beaucoup de vocations qui sont suscitées par le vécu. Un enseignant qui donne envie, il est un ambassadeur de nos métiers. Un adjoint gestionnaire qui est là pour accompagner une famille à travers une bourse, etc. Il est un ambassadeur de nos métiers. Donc tout le monde peut, à un moment donné, dans son quotidien, et pas forcément en le conscientisant, dans le vécu de son métier, peut contribuer à développer l'attractivité et donner envie de venir travailler avec nous. Alors, on rassemble au sein de l'Éducation nationale, mais est-ce que vous avez sollicité parfois des acteurs extérieurs ? On travaille bien sûr avec Pôle emploi, qui est un partenaire important, et où là, on a un gros enjeu d'acculturation, parce qu'on est quand même un petit monde à part, l'Éducation nationale. Je me permets de le dire en venant de l'extérieur. Moi, je suis depuis moins de 3 ans dans l'Éducation nationale. C'est un monde à part, avec ses acronymes, avec son jargon, avec ses codes. Donc, quand on travaille avec Pôle emploi, il y a tout un travail d'acculturation, d'explicitation. Ça veut dire quoi être enseignant ? Ça veut dire quoi, ne serait-ce qu'être fonctionnaire ? Donc, quand on travaille avec Pôle emploi, on travaille aussi avec les autres fonctions publiques. Parce qu'aujourd'hui, via la loi de transformation de la fonction publique, il y a aussi des passerelles qui sont possibles. Et donc, comment on fait du lien ? Donc, à Lille, on travaille par exemple avec le centre de gestion du Nord pour faire des stages et faire en sorte que chacun puisse connaître les métiers des autres. Donc, en termes de partenariat, il y en a beaucoup à faire et encore beaucoup à construire, à mon sens. Marie-Pierre Laugier, je vais vous interroger sur ce sujet du monde à part, justement. On parlait des acronymes. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez la présidente de l'association Préau. Vous êtes par ailleurs IGESR, un acronyme parmi tant d'autres au sein de l'Éducation nationale. Vous avez cette perception, vous aussi, d'un monde un peu à part ? Oui, alors je ne dirais pas un petit monde, je dirais un très gros monde à part, puisqu'on représente quand même 50% de la fonction publique d'État, sans compter les personnels qui sont à l'heure actuelle retraités, qui représentent presque autant que les actifs, et c'est plus de 2 millions de personnes que représente l'Éducation nationale. Alors, à part, certes, et en même temps avec tous ces a priori que l'on porte dans le sac à dos de l'écolier ou du lycéen qu'on a été, parce que nous sommes aussi les coulisses d'un système énorme, étendu sur 30 académies et avec des métiers très, très différents. Alors, bien entendu, les professeurs sont la grosse masse de ces métiers-là et ils représentent presque 1 million de personnes. Mais à côté, on a des métiers passionnants, très différents et qui permettent des parcours aussi passionnants. Voilà. Merci beaucoup. Jean Pralon, je voulais vous interroger sur cette notion de marque employeur qui a été évoquée par Christelle Derache. Aujourd'hui, c'est prédominant dans une recherche d'attractivité de travailler cette marque employeur dans la génération moderne ? Alors oui, bien sûr, mais le vrai débat, c'est comment ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Je pense que beaucoup de gens qui font des ressources humaines essaient de s'inspirer du marketing. C'est un gros sujet depuis 10 ans ou 15 ans. Au fond, est-ce que le marketing et les ressources humaines, ce ne serait pas un peu la même chose ? Le marketing, c'est l'art d'acquérir des consommateurs. Les ressources humaines, c'est un peu l'art d'acquérir des collaborateurs. Au fond, ça pourrait être un peu la même chose. Alors pourquoi pas ? Sauf que dans les ressources humaines, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en marketing, dans le vrai marketing, il y a une très grosse partie qui est la partie étude. C'est le travail qu'on fait pour comprendre les besoins des consommateurs. Et très souvent, en RH, on le fait assez mal. On va s'engager dans des campagnes de communication qui vont expliquer des choses, qui vont essayer d'attirer, souvent en connaissant assez mal les cibles, et en essayant de présupposer ce que les gens voudraient, en essayant de le leur donner. Et il me semble que le seul marketing possible, quand on est un employeur, et en particulier quand on est éducation nationale, c'est le marketing de l'offre. C'est de dire, voilà, moi je suis ça. Voilà, c'est ce que je disais, moi je suis ça, on fait ça, on est comme ça. Et si ça vous plaît, venez. Et si ça c'est pas fait pour vous, ne venez pas. Mais en tout cas, présenter de façon très transparente et très authentique, et très fier aussi, pourquoi pas, qui on est, ce qu'on fait, la mission qu'on a, et puis aussi les règles qu'on s'applique, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça aussi que la marque employeur, ça sert à attirer et à ne pas attirer ceux qui n'auraient pas leur place. C'est aussi ça. La marque employeur, c'est comme une offre d'emploi, c'est pas uniquement être une sorte de filet de chalutier qui attire tout ce qui passe, c'est aussi n'attirer que les gens qui ont quelque chose à faire là, et pour lesquels on va être très explicite sur ce qu'on a à leur offrir, et ça va leur plaire ou ça va pas leur plaire. Mais en tout cas, ça sert à ça, la marque employeur.
Alors qu'est-ce qu'on y met dedans dans cette marque employeur? Est-ce qu'on y met le sens qui est souvent évoqué aujourd'hui auprès des jeunes générations? Est-ce qu'on y met les avantages, par exemple, sociaux? Qu'est-ce qui compose cette marque employeur? Alors, dans cette marque employeur, il y a plein de choses. Il y a bien sûr qui on est et ce qu'on a à offrir. Et je pense que ce qu'on a à offrir, c'est beaucoup, quand on est éducation nationale, par exemple, c'est une promesse en matière de carrière. Peut-être que on peut imaginer une carrière qui est celle du professeur, qui sera professeur toute sa vie, et c'est une carrière, parce qu'on va développer des compétences, on va être un meilleur pédagogue, on va s'adapter à l'évolution des programmes, donc il y a une promesse de carrière qui est intéressante à raconter à l'échelle du professeur. Et puis il y a aussi des promesses de carrière, c'est ce que vous disiez, dans la transversalité, parce que l'éducation nationale a beaucoup de métiers qui sont peut-être pas les plus visibles. On voit bien le professeur, on voit un peu moins, l'inspecteur, on voit un peu moins, les gens d'administration, etc. Et peut-être qu'il y a des promesses à adresser qui sont des promesses de parcours, des promesses de transformation de compétences. Et là, il y a un truc à raconter qui pourrait être à la fois la réalité de l'institution, la perception de ces transformations, d'une réalité qui est un peu moins évidente pour tout le monde, mais qui pourtant est attractive, et puis par ailleurs des choses qu'on peut dire à des profils qui ne sont pas forcément des pédagogues nés, mais qui vont y passer, et puis qui passeront par là, et puis qui feront autre chose après. Alors je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu au cas de l'Académie de Lille, justement avec vous, Christelle Derache. Alors de nombreux personnels titulaires ou contractuels démissionnent aujourd'hui. Quelles en sont, selon vous, les raisons invoquées? Alors, je parlais dans mes premiers propos des questions d'accueil, de fidélisation, et donc on s'est intéressé, comme vous dites, aux démissionnaires, donc à recevoir les enseignants qui démissionnaient pour essayer de comprendre. L'idée étant quand on comprend ce qui se passe, on peut essayer de mettre en place des actions. On s'est rendu compte qu'il y avait des questions de sens, parce que la marque au travail, elle doit aussi correspondre à une vraie réalité. Il ne faut pas vendre du rêve, parce que là, on serait très déceptif et pour le coup, on aurait un effet contre-productif. Mais il y a la question du sens pour certains, entre le métier rêvé et le métier vécu, parce que c'est pas toujours facile d'être enseignant aujourd'hui. Et aussi pour certains, la question de l'accueil. Ils ne se sont pas sentis forcément bien accueillis ou bien intégrés et ils n'ont pas trouvé leur place. Donc ça nous a beaucoup interrogés avec les collègues des bureaux de gestion, mais aussi les inspecteurs et notamment Monsieur Catio qui est avec nous en visio sur comment on peut être meilleur dans l'accueil pour au moins, là-dessus on peut jouer, on a la main. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour faire en sorte que ça ne soit pas la raison pour laquelle ils nous quittent en fait. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'accueil des nouveaux contractuels, que ça soit à travers, et je rebondis sur ce que vous avez dit dans vos premiers propos, expliquer ce qu'est un établissement, qui fait quoi, où on est, parce que quand on dit à quelqu'un, demain tu vas être enseignant, ça fait un peu peur quand même, on se retrouve devant, il n'y a pas que la discipline et le fait de préparer une séquence de cours, il y a la gestion de la classe, il y a savoir à qui demander sa clé, et s'il y a un exercice d'évacuation, qui va m'expliquer. Il y a énormément de choses à savoir sur le vrai vécu. Et donc, on a essayé de travailler avec le corps d'inspection sur tous ces sujets-là pour faire en sorte d'accueillir au mieux, de donner un minimum les codes, donc un maximum, enfin j'ai un minimum, plutôt un maximum les codes pour que la personne se sente appartenir à l'établissement et trouve ses marques. Donc tout est perfectible, c'est certain, mais en tout cas il y a un gros travail qui a été mené, notamment avec Monsieur Catio. Alors justement, on parlait de cette feuille de route RH. Comment ça se construit une feuille de route ? Alors la feuille de route, elle s'est construite avec beaucoup de partenaires, donc au départ avec les équipes RH, pour être tout à fait sincère. On l'a d'abord travaillé un peu entre nous. On l'a présenté bien évidemment à un certain nombre de collègues. C'était travaillé avec les partenaires sociaux. Et donc on a eu une première feuille de route qui a été publiée en 2021. Là on est en train de travailler la seconde. Et le travail autour de la seconde, il est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a évalué la première, il y a des choses sur lesquelles on s'était engagé, on ne l'a pas fait. Et on ne va pas dire on a tout fait bien, on a dit ça on ne l'a pas fait. Cette évaluation, elle a été aussi partagée avec les partenaires sociaux. Et on est en train de mettre en place, là, on a été accompagné par le département de la modernisation, aussi des retours avec les usagers. Parce que, mine de rien, nos actions, il n'y a que les destinataires qui sont les plus à même de nous dire ce que vous avez fait, ça sert ou ça ne sert pas. Nous, on peut inventer plein de choses. Je peux inventer plein de choses dans mon bureau, mais peut-être que je tape à côté. Donc là, on met en place aussi ce qu'on appelle des enquêtes usagers, des focus group, où on rencontre des usagers qui nous donnent aussi leur avis et leurs besoins pour qu'on puisse ajuster au mieux ce qu'on va mettre en place dans la nouvelle feuille de route. Et alors, comment se traduit le travail avec Monsieur Catio, du coup ? C'est pas facile de travailler avec Monsieur Catio, vous savez. On l'a interrogé juste pour après. Une fois, je peux le dire en public. Il vous donnera son avis.
On a vraiment travaillé avec Monsieur Catio représente un grand nombre d'inspecteurs d'IAIPR de l'Académie de Lille, et on a vraiment travaillé tous ensemble avec les bureaux de gestion, avec les inspecteurs sur des objets communs, et aussi avec les chefs d'établissement. Par exemple, quand on accueille ou là on a d'autres objets de travail, on essaie aussi de travailler avec les chefs d'établissement. Mais il y a un travail vraiment pluridisciplinaire avec l'ensemble des inspecteurs. Mais je vais laisser parler Monsieur Catio. Oui, alors justement, Albin Catio, vous êtes doyen des IAIPR dans l'Académie de Lille. Comment, selon vous, enfin avec votre point de vue, s'est construite cette vraie démarche RH dans votre académie ? Alors tout d'abord, c'est un travail collectif. Christelle Derache a bien insisté sur ce point. On est bien en fait un travail collaboratif, que ce soit avec les services des personnels enseignants, avec la DRH, les services de la DRH, les chefs d'établissement, également l'enseignement privé, également un certain nombre d'acteurs, bon, alors les inspecteurs, qui soient premier et second degré. On a essayé de travailler ensemble pour en fait essayer de trouver un processus de personnalisation de l'accompagnement. On est sur quelque chose qui doit absolument faire sens et créer en fait un nouveau système pour beaucoup de nouveaux personnels qui sont sur effectivement des représentations qui viennent du moment où ils étaient enseignants, ou voire même une identité qui vient d'une première carrière qu'ils ont parfois abandonnée pour devenir enseignants. Donc on est sur quelque chose qui est assez mouvant, et pour autant on veut véritablement personnaliser au plus près l'accompagnement pour pouvoir par moment déconstruire des stéréotypes et construire une nouvelle identité. Donc pour cela, il faut donner les codes. Alors les codes de l'éducation nationale, nous on les connaît bien, puisqu'on est dedans depuis très longtemps, mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, parfois c'est assez complexe et assez compliqué de s'y repérer. Alors on a créé des outils. Dans un premier temps, on a créé des cartes mentales qu'on laisse à disposition de tout nouveau contractuel. Alors, c'est quelque chose parfois d'assez basique, mais qui pour autant a beaucoup de sens et qui prennent une importance exagérée lorsqu'on le vit au quotidien. Tout à l'heure, Mme Derache parlait de trouver les clés, savoir à qui je dois m'adresser pour avoir les clés de la salle que je vais occuper durant 18 heures par semaine dans un établissement. Donc, on a créé des cartes sur la connaissance de l'établissement, qui fait quoi ? Connaissance des voies et des filières, pas facile de s'y repérer, notamment quand on voit tous les acronymes, cela a déjà été dit dans notre belle maison. Également sur « je me pose une question sur », donc je me pose une question sur la carrière, qui dois-je contacter ? Je me pose une question sur des questions pédagogiques, qui dois-je contacter ? Également sur « avant de retrouver mes élèves », qu'est-ce que je dois faire dans l'établissement ? Également sur la gestion de classe. Alors, on sait bien qu'on ne pourra pas faire passer la pédagogie si la gestion de classe pose autant de problèmes. Également sur le travail collectif, puisqu'en fait, ce que l'on veut montrer, c'est tout un processus d'acculturation et lutter contre l'idée que quand on est enseignant, on est seul face aux élèves, c'est sûr, mais pour autant, on s'inscrit quand même dans un collectif dans lequel on doit s'engager, et on doit trouver des réponses au niveau d'un groupe, qui est souvent, par exemple, le professeur principal, mais également l'ensemble des enseignants, pour essayer de répondre à toutes les problématiques telles qu'elles se posent. Donc on est véritablement sur l'idée que l'on doit réussir une mue et se créer une nouvelle image, endosser un nouveau costume qui n'est pas évident, celui d'enseignant. Et pour cela, ce processus d'accompagnement, il doit être constant. Alors, ce processus d'accompagnement, il commence dès la prise de connaissance de l'avis de l'inspecteur et du DPE pour l'octroi d'un poste. Et pour cela, on va, par exemple, proposer des webinaires aux enseignants qui viennent d'être recrutés, les contractuels qui viennent d'être recrutés. On va leur proposer des rencontres audio ou en visio avec des inspecteurs, et on va faciliter l'entrée dans l'établissement auprès des chefs d'établissement, et on va également leur répondre sur des questions un peu basiques, par exemple sur ma rémunération, enfin c'est pas basique du tout, mais sur la rémunération, sur toutes les questions financières, comment construire son dossier, mais également sur les droits, les obligations de tout à chacun. Donc pour cela, par exemple, le DPE a créé un guide d'accompagnement que l'on met à disposition de tous les contractuels qui sont recrutés dans l'Académie de Lille. On va répondre également à certaines de leurs questions sur l'inspection. À quoi sert un inspecteur ? Là aussi, on peut y passer 4 heures si vous souhaitez. À quoi sert une DRH ? À quoi servent les services du DPE ? Et c'est très important puisque, en fait, ça
ça fait partie de ce travail de construction de cette nouvelle identité et d'adhésion à un collectif. Donc tout ce travail, en fait, c'est une mise en synergie avec les chefs d'établissement, avec Pôle emploi, ça a été dit tout à l'heure, puisqu'on fait aussi des webinaires avec Pôle emploi, pour essayer de montrer que l'éducation nationale, c'est aussi une belle maison, je l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle il y a des codes, et ces codes, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, et il faut lutter contre les images que l'on a, c'est un peu ces images d'Épinal que l'on a du professeur que l'on souhaiterait être. Et pour cela, il faut acculturer, il faut accompagner, il faut toujours être présent et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser au fur et à mesure. Jean Prévent, je voudrais vous interroger sur un sujet. On dit souvent que l'éducation nationale est un peu éloignée du monde de l'entreprise. Finalement, là, il y a pas mal de parallèles qui se créent. La marque employeur, cette espèce de kit de bienvenue, le Welcome Pack. Est-ce qu'il y a d'autres, selon vous, points de convergence entre les deux milieux ? Dans le cas des contractuels, c'est même quasiment évident, puisque un contractuel, c'est un salarié de droit privé, provisoirement en tout cas. Alors après, il peut être amené à devenir fonctionnaire, mais il a une relation contractuelle qui l'amène à être un salarié de droit privé, un peu comme n'importe lequel salarié d'une entreprise. Donc ça, c'est d'un point de vue juridique. Après, dans les interactions avec son employeur, les processus sont un peu les mêmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va décider d'être candidat, donc comment est-ce qu'on va s'intéresser à une offre d'emploi, on va s'intéresser à ce métier. C'est vrai pour être professeur, mais c'est vrai pour n'importe quel autre métier. Donc, il y a un moment, on va être attiré par une offre qui correspond à des compétences, qui correspond à des activités, qui correspond aussi à des valeurs. Donc, on va se reconnaître dans ce métier-là. Puis, on va cheminer pour essayer d'aller au contact de ce métier-là, puis répondre à une offre, puis rencontrer l'organisation, mettre des images un peu plus crédibles que celles qu'on avait avant. Donc, peut-être passer de l'image du professeur qu'on a pu connaître ou qu'on a pu aimer, ou pourquoi pas celui qu'on a pu haïr et auquel on n'a pas voulu s'identifier justement, et puis aller vers sa définition à soi du professeur qu'on va être. Après, c'est vrai aussi que parfois les très grosses organisations en matière de recrutement sont un peu leur meilleur ennemi. Parce qu'on peut aussi s'imaginer différent, on peut aussi s'imaginer moins séduisant que les autres. On peut aussi s'imaginer en compétition avec d'autres métiers ou d'autres organisations qui seraient beaucoup plus séduisantes, alors que ce n'est pas forcément exact. Et là aussi, peut-être qu'il faut se demander, je parlais d'études tout à l'heure, il faut se demander, au fond, ce qui motive les nouveaux arrivants. Et aller au contact de ce qui a pu les motiver, c'est aussi parfois se redécouvrir, redécouvrir à quel point on est attractif, alors que parfois on pensait l'être un peu moins que les autres. Et peut-être pour ça, en fait, les entreprises du secteur purement privé sont en permanence en concurrence les unes avec les autres. Il y a des entreprises qui se battent pour avoir des pourcentages de promotion de HEC, de Polytechnique, de Sciences Po, etc., et qui sont très malheureuses, qui n'ont pas plus de 20%. La vie quotidienne de recruteur du privé, c'est la concurrence avec d'autres entreprises. Ça amène évidemment à essayer d'être compétitif. Mais ça amène aussi à se regarder objectivement, à regarder pourquoi on n'est pas choisi, pourquoi on est choisi. Peut-être que la chose pourrait être faite un peu aussi du côté éducation nationale, c'est se demander au fond qu'est-ce qui va attirer des candidats, et peut-être que ça pourrait être des leviers qui ne seraient pas forcément ceux auxquels on porterait spontanément. Marie-Pierre Luigi, vous voyez peut-être vouloir réagir. Évidemment, j'approuve tout ce qui vient d'être dit, mais ce qui est tout à fait passionnant dans tout ce qu'on entend, c'est que l'objectif de tous, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans une institution comme l'éducation nationale, il y a un seul objectif, c'est que l'acte pédagogique, le face-à-face dont on parle tout le temps pédagogique, se passe bien. Et ça, qu'on soit personnel administratif, qu'on soit dans une école de formation comme ici, où qu'on soit, consciemment ou inconsciemment, on travaille à ce que le face-à-face pédagogique se passe bien. Et ce qui est passionnant aussi, c'est de voir la ligne administrative, qui est représentée ici par une DRH, et la ligne pédagogique, représentée par un doyen d'inspecteurs, d'IAIPR, travaillent ensemble à cet objectif-là. Alors là, c'est très conscient, mais tous les personnels doivent savoir que notre production, c'est ça. C'est un face-à-face pédagogique, un cours qui se déroule correctement. Et ça, c'est passionnant quand on en prend conscience, en particulier dans la ligne administrative que j'ai toujours suivie, mais c'est beaucoup plus évident, effectivement, dans la ligne pédagogique. Alors, je vais vous laisser la parole. Vous allez peut-être nous présenter justement l'association Préau que j'évoquais tout à l'heure et dont vous êtes la présidente. Avec plaisir. L'association Préau, c'est une jeune association, nous sommes très jeunes, puisque nous sommes nés dans le Grenelle de l'éducation. Il y avait un atelier qui s'appelait Valorisation des personnels, où on a beaucoup parlé, évidemment, salaire, rémunération, mais où nous avons parlé aussi bien-être des personnels.
Et quand on a parlé bien-être des personnels, il est petit à petit apparu que l'institution devait se préoccuper de ce bien-être des personnels, au-delà de l'action sociale qui ne se préoccupe que, entre guillemets, c'est déjà beaucoup, des personnels qui sont en difficulté financière ou autre, mais de faire quelque chose en direction de tous les personnels. Nous avons créé cette association avec quelques collègues qui étaient au Grenelle de l'éducation, et nous sommes largement soutenus, financés par le ministère de l'Éducation, mais petit à petit, nous procédons à un autofinancement. Et depuis 18 mois, nous proposons à tous les personnels de l'Éducation nationale, tous métiers confondus, tous statuts confondus, et qu'ils soient actifs ou retraités, et c'est très important par rapport aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, nous proposons gratuitement des prestations qui sont exclusives pour ces personnels-là. Alors pour le moment, nous sommes une jeune association, mais nous pesons déjà, entre guillemets, 230 000 personnes qui sont adhérents et qui adhèrent tous les jours, je dirais, nous en avons de nouveaux, et nous leur offrons des prestations exclusives. Alors d'abord des prestations, je dirais, numériques et gratuites, qui vont de la musique, de la presse, des cours personnalisés, des cinéthèques, et toutes ces choses-là que certains payent tous les jours ou par mois à des prestations privées. Ben nous les offrons à tous nos adhérents, mais nous offrons aussi une billetterie où quand même ils ont des prix tout à fait avantageux, et beaucoup d'autres prestations, telles par exemple des appartements qu'on met à leur disposition à des prix défiant toute concurrence, mais vraiment toute concurrence, dans 5 villes de France. Et puis on va grossir petit à petit, on leur offre des voyages, des choses comme ça. Et petit à petit, grâce à nos représentants d'adhérents, ces 230 000 personnes sont pour le moment représentées par 30 représentants d'adhérents qui travaillent avec nous et qui travaillent à valoriser encore notre offre. Ce n'est pas notre seul objet. Évidemment, nous proposons toutes ces prestations à nos adhérents, mais nous nous sommes engagés auprès du ministère à relayer l'information de toute l'action sociale qui est faite par le ministère, alors au niveau national, mais aussi au niveau académique. Donc tous les personnels de toutes les académies peuvent aller voir ce qui est fait au niveau social, et s'ils sont en difficulté passagère, eh bien, ils peuvent aller sur le site du Préau et ils retrouveront, pour l'Académie de Lille d'ailleurs, ils retrouveront tout ce qui est fait dans leur académie au niveau action sociale. Est-ce que vous êtes une sorte de CE de l'éducation nationale ? Alors, on est une sorte de, mais il faut bien dire une sorte de, parce que nous ne sommes pas un comité d'entreprise et nous ne sommes pas un organisme de gestion d'action sociale du tout. Nous ne sommes pas un comité d'entreprise, tout simplement parce que le comité d'entreprise relève des entreprises privées et fonctionne sur des bases financières tout à fait autres et des bases de représentation tout à fait autres. Mais une sorte de, je prends. Et puis, nous ne sommes pas un organisme de gestion d'action sociale. Certains ont pu penser que nous allions gérer l'action sociale ministérielle. Ce n'est pas le cas, mais notre site est très visité, et c'est pas plus mal qu'on relaie toute l'action sociale ministérielle. Ça fait œuvre d'information, bien entendu, il y a aussi les sites académiques, le site du ministère, mais ça fait œuvre d'information pour les personnels qui seraient en difficulté sur du logement, difficultés financières, parentalité, etc. Alors comment se fait le déploiement ? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs de nombre d'adhérents au fil des ans ? Alors écoutez, l'objectif maximal du nombre d'adhérents, c'est le nombre total des personnels de l'éducation nationale, qu'ils soient vacataires, stagiaires, contractuels, AE, d'éducation, tous les métiers, tous les statuts. Nous fonctionnons avec une charte, et je crois que tous ces personnels adhéreront à notre charte. C'est une charte qui reprend les valeurs républicaines, évidemment de l'éducation nationale, qui reprend des valeurs environnementales, mais c'est une charte qui fait battre un collectif. Et je crois que ce collectif-là, j'ai à cœur d'en parler tout le temps, il doit se retrouver au sein de notre association. Alors, bien sûr, bienvenue à tous, apportez vos idées et faites-les parler, soit à travers le site Préau, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, il faut juste nous donner votre adresse. Et à travers, évidemment, les représentants qui siègent avec nous aux instances de l'association et qui travaillent dans des groupes de travail qui produisent beaucoup au sein de Préau. Je crois que Préau est là pour le bien-être des personnels
et il est là pour accompagner et rompre l'isolement aussi. On ne fait pas, je réponds à une question qui m'a été posée récemment, on ne fait pas de parisianisme à Préau. Nous sommes là implantés pour tous, partout. D'ailleurs, nous avons des représentants qui sont issus d'outre-mer également, hein, et qui font fonctionner Préau, qui écoutent la musique Préau, qui regardent les films que nous donnent les grands distributeurs de films, et on met tout ça à leur disposition. Bienvenue à toutes les idées. Nous fonctionnons aussi avec des associations qui, sur place, peuvent bénéficier de l'atout Préau. On représente quand même une force de frappe par rapport à nos prestataires. Les grandes enseignes, quand ils nous voient arriver 230 000 adhérents, un potentiel de 2 millions, je réponds à votre question, un chiffre, un potentiel de 2 millions d'adhérents, on peut obtenir des avantages exclusif et formidable pour tous les personnels de l'éducation nationale, faisant corps et faisant collectif pour ce faire. Bon, on vous mettra en lien avec le Futuroscope qui est juste à côté de l'IH2E. Du coup. Non, mais c'est pas déjà fait. C'est déjà fait. Christelle Derache, Préau, par exemple, pourrait figurer dans le kit de bienvenue, justement, des employés, un petit flyer pour présenter. Ça fait partie des choses qui peuvent aujourd'hui attirer ? Ah oui, tout à fait. Dans les choses qu'on fait aussi alors c'est pas dans les kits de bienvenue, mais dans l'accompagnement des personnels, on essaye de faire régulièrement des webinaires pour donner de l'information sur un format un peu court. Et on a fait un webinaire sur l'action sociale, mais on a présenté aussi Préau à ce titre-là, parce que je pense que ça fait partie des choses qui fidélisent à un employeur. Madame Woodville disait très bien, vous avez dit, c'est pas de l'action sociale, c'est pour le bien-être des personnels. Et aujourd'hui, c'est là où on a un enjeu. C'est bien sur le bien-être des personnels. C'est que alors 80 000 à Lille, mais 2 millions, 1 million d'actifs, soient contents de venir travailler le matin et plaisir à aller travailler, à la fois pour le local, donc le collectif vraiment de l'établissement, il est important, hein, c'est la première chose qui fait lien, mais aussi après par un attachement à l'employeur, et ça fait partie des dispositifs qui sont très très importants à ce sujet-là. C'est comment on est aussi attaché à notre employeur, parce que notre employeur fait attention à nous et en tout cas développe des choses pour notre bien-être. D'ailleurs, c'est non seulement au personnel, mais aussi c'est au personnel et à toute leur famille, puisque Préau couvre évidemment en avantage les conjoints, les enfants, etc. On est bien d'accord, aujourd'hui, le bien-être, c'est pas seulement mettre une machine à café et une cible de fléchettes dans la salle de professeur. Non, il y a aussi le baby-foot. Alors, le baby-foot, c'est souvent un cliché, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais Jean Pralon, peut-être sur cette question. Alors oui, effectivement, le baby-foot, très utile, indispensable. Juste sur ça, rapidement, il ne faut pas oublier quand même que ce qui fait qu'un collaborateur, un salarié, comme on veut, s'attache à son métier, à son employeur et donc à son emploi, c'est qu'il a quand même le sentiment qu'il y travaille à la hauteur de ce qui est pour lui le travail bien fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Alors effectivement, il y a le collectif, hein, on peut raisonner un peu comme un oignon, le centre et puis la périphérie, donc il y a quand même le collectif, l'intérêt pour les collègues, le sentiment d'appartenance, ça c'est tout à fait exact, mais quand même, hein, l'épicentre du truc, c'est quand même le sentiment que la journée qui s'ouvre va être une journée où je vais pouvoir travailler à la hauteur de ce qui est pour moi le travail bien fait. Et ça, c'est un travail où c'est une réflexion qui doit vraiment reconnecter avec l'activité, avec les compétences, avec l'estime de soi. Voilà. C'est autour de ça que ça se construit. Et alors ça peut passer aussi par le fait d'être un peu triste quand on n'a pas le sentiment qu'on peut faire du travail bien fait. Mais ça peut être aussi se rappeler où sont les vraies attentes, où sont le possible, le souhaitable, le réalisable, etc. Ça aussi, et puis c'est aussi un travail de manager, de se dire au fond, voilà comment on peut travailler aujourd'hui, voilà ce qu'on peut espérer, voilà ce qu'on ne peut pas espérer, voilà ce qui pourra être un peu mieux demain. Donc le cœur du réacteur, c'est quand même le travail bien fait, l'estime de soi au travers du travail bien fait, et l'image qu'on se fait, qu'on a la possibilité de passer des journées où, au fond, on est fier de ce qu'on fait. Voilà, et qu'on travaille, on produit, on fait des choses à la hauteur de ce que c'est que, pour soi, le travail bien fait, un cours bien donné, un cours bien préparé, à la hauteur de ce qu'est l'idéal de soi au travail. Alba Catio, vous qui êtes sur le terrain tous les jours, je rappelle, vous êtes doyen des IA hyper dans l'Académie de Lille. Quelle est, vous, votre définition du bien-être au sein de l'éducation nationale ? Vaste sujet. Déjà, prendre du plaisir. Ça, je pense que c'est essentiel dans toutes les fonctions que nous avons, ou tout simplement toutes les personnes que nous croisons. C'est aussi essayer d'assurer tout ce qui est processus et bien connaître
tout ce qui se passe en périphérie pour pouvoir maîtriser son sujet. C'est quelque chose qui est essentiel. Alors, on parlait tout à l'heure de l'acte pédagogique. Je ne peux pas envisager de faire un cours et de me sentir bien si j'arrive les mains dans les poches sans l'avoir préparé en amont. Donc il faut véritablement qu'on s'assure et que tous les conseils et tout l'accompagnement qui soit apporté permettent à tout à chacun d'exercer dans les meilleures conditions possibles. On est bien sur une sécurisation, mais également sur un accompagnement qui doit être le plus proche possible pour essayer justement de répondre à tous les besoins et sans pour autant trop s'immiscer, parce qu'il y a aussi une part de liberté. Il y a aussi une part de gestion d'imprévus, et cela, c'est quelque chose qui certes peut s'apprendre, mais aussi qui se vit. Et donc, pour cela, il faut absolument que l'on soit dans un accompagnement continu et dans également une offre de formation qui doit être la plus large possible pour essayer de répondre à tous les besoins. Alors, des fois, c'est compliqué parce que le besoin individuel, c'est pas forcément un besoin collectif, mais pour autant, on doit essayer de trouver la réponse, soit par un entretien, soit par ne serait-ce qu'un échange de mails, pour essayer de donner les clés et sans pour autant ouvrir complètement les portes. En fait, c'est toute la différence entre se mettre à niveau et se mettre à portée. Ce qu'on doit se faire, c'est toujours se mettre à portée et pas se mettre au niveau. Si on se met au niveau, il n'y a plus non plus cette notion d'effort et qui est pourtant essentielle parce que c'est aussi ça qui nous donne de la gratitude lorsqu'on y parvient. Si on nous mâche trop le travail, ce n'est pas non plus une solution. Donc il faut véritablement essayer de trouver comment, par des réponses collectives, par un encadrement, par exemple au sein de l'établissement. Alors, on peut penser notamment, quand on est contractuel, à un référent qui va nous aider dans notre travail et qui va nous apporter les réponses, ou tout au moins qui va nous dire la réponse, tu peux la trouver à tel endroit, plutôt que de dire la réponse, c'est ça. Et ce sentiment de bien-être vient aussi de l'accomplissement des choses que l'on fait au quotidien. Donc il faut absolument qu'on ait bien à l'esprit que cet accomplissement, c'est aussi, quand on est enseignant, un compliment que nous fait un élève. Parfois de façon déguisée, parce qu'il faut savoir décrypter et se contenter parfois de petites victoires pour pouvoir arriver à une plus grande victoire. Donc ce bien-être, il doit s'exprimer et se construire en fonction des attentes des uns et des autres, parce que les attentes sont aussi différentes en fonction des personnes. Donc on est bien sur quelque chose, peut-être au long cours, mais pour autant sur une satisfaction que l'on doit tirer de tous les menus plaisirs, en quelque sorte, je vais appeler ça comme ça, que sont, par exemple, quelqu'un qui vous dit « ça y est, j'ai compris », un élève qui vous dit « ça y est, j'ai compris », pour moi, c'est la plus belle des victoires que l'on puisse avoir lorsqu'on est enseignant. Et s'il n'a pas compris en même temps que les autres, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de trouver le moment où lui aussi va comprendre. Donc, vous voyez, c'est tous ces petits moments, c'est toutes ces petites satisfactions, mais c'est aussi dans cet accompagnement que l'on peut avoir, nous, peut-être les gens un peu plus expérimentés, accompagnement discret ou un peu plus visible que l'on a à différents moments. Christelle Derache, au regard de ce que vient de dire Albin Cattiot, on voit bien il y a la nécessité aussi d'avoir des relais, des accompagnants justement au sein de l'établissement. Et j'avais noté tout à l'heure que vous avez cette politique de formation aussi des chefs d'établissement et ce besoin d'aller organiser des réunions par bassin. Oui, c'est ça. On a commencé là depuis quelques semaines, on va dans toutes les réunions de bassin. Donc sur l'Académie de Lille, c'est 14 bassins. Alors quand on fait l'île Fourmi, la dernière fois je suis à la Fourmi, pour ceux qui ne sont pas du Nord, c'est pas où c'est Fourmi, mais c'est 2 heures. Donc voilà. Et alors déjà les chefs d'établissement sont contents de voir que le rectorat se déplace, parce que a priori c'est pas toujours très fréquent, mais ça permet vraiment ce qu'on est en train de se dire là, de leur redire à eux aussi. Mais sous l'angle, oui c'est mon sujet, c'est le sujet de Monsieur Cattiot, c'est le sujet du DPE, mais c'est aussi le sujet de chaque chef d'établissement. Pas loin de nous l'idée de dire qu'il n'accueille pas ou qu'il n'accompagne pas, mais plutôt de dire aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'important, il faut l'avoir en tête et le conscientiser peut-être encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, et comment tous ensemble on arrive à relever ce défi de fidéliser, de continuer à accompagner, de former et de faire rester des collègues qui sont quelquefois un peu fragiles sur un choix professionnel. L'idée, c'est qu'après, même les chefs d'établissement peuvent eux-mêmes former d'autres personnels dans leurs établissements ? Pourquoi pas, ou qu'ils puissent, parce que le chef d'établissement a une grande liberté d'organisation de son établissement,
Et nous, on avait imaginé, par exemple, de rendre possible le fait de confier une mission, pas de tutorat pédagogique, mais plutôt de référent pour les nouveaux, que dans un établissement, il y ait quelqu'un qui soit le référent. Donc, la personne qui va expliquer que à quoi sert la secrétaire, que les clés elles sont à tel endroit. Je parlais tout à l'heure d'alerte incendie, mais c'était pas qu'une anecdote. On a un contractuel qui a démissionné après quelques mois, quelqu'un qui avait une carrière dans le privé assez exceptionnelle et qui a sur une discipline où on avait vraiment besoin et qui a démissionné parce que après 2 mois où il a eu du mal à s'intégrer, il y a eu une alerte incendie, personne ne lui a expliqué ce qu'il devait faire, il s'est retrouvé avec sa classe. Et il s'est fait disputer parce qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui, mais il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. Et ça semble, alors quand on le sait après, on se dit mais c'est évident, mais n'empêche que le chef d'établissement n'a pas fait exprès de ne pas expliquer. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça que il faut expliciter. Ça rejoint le tout début de nos propos. Vraiment, l'explicitation, c'est important. Et donc on se disait que peut-être d'avoir un référent qui soit dans l'explicitation, les codes, le fonctionnement, le concret, le quotidien, ça pouvait être intéressant. Donc ça fait partie des choses qu'on aborde avec les chefs d'établissement, comment eux, ils peuvent aussi s'approprier cette thématique-là. Comment, je disais tout à l'heure, ils sont aussi ambassadeurs par rapport à nos besoins, et comment ils peuvent repérer un élève qui quitte un BTS, qui a toujours été très, très accompagnant, et peut-être que cet élève-là, il voudra peut-être après nous rejoindre comme contractuel. Et donc, on partage un peu ces problématiques-là avec eux, en leur laissant, bien évidemment, plein de marge de manœuvre au sein de leur établissement. Mais c'est notre sujet à tous, c'est ça qui est important, à mon sens. Je reprends votre exemple là, de l'alarme incendie, ça peut paraître anodin en effet, mais peut-être que conjugué justement à ce que disait Jean Pralon tout à l'heure en ouverture, avec peut-être une vision changée par rapport à ce qu'on pensait du poste, peut-être que ça peut déclencher une démission. Et c'est ça aujourd'hui que vous cherchez à atténuer. Tout à fait. Là, la personne a démissionné. Et il y a effectivement eu la question du choc des cultures après 20 ou 30 ans dans l'entreprise et arrivé en établissement. Un peu de mal à trouver sa place, un sentiment d'accueil, un accueil qui n'a pas été optimal. Et puis cet événement-là qui a, je crois, définitivement dit bon, c'est tout, je pars. Enfin, la personne ne s'est pas sentie intégrée en fait chez nous. Et tout ça, ça concourt à l'intégration. Tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est vraiment comment on intègre, comment on fait appartenir, comment on fait équipe et comment on fait collectif, quoi. Alors il y a quand même un paramètre générationnel aussi, parce que là vous évoquez quelqu'un qui a 30 ans de carrière dans le privé. Ouais. J'imagine qu'on ne le traite pas du tout de la même manière qu'une personne de 25 ans qui vient de finir ses études. Oui, alors, et en plus, aujourd'hui, on a un vrai enjeu par rapport à ces personnes-là qui font un choix de changement de carrière, un choix qui est vraiment conscientisé. Quelqu'un qui a été, alors surtout dans les métiers de la voie professionnelle, on a de gros besoins, mais quelqu'un qui pendant très longtemps a été électricien, plombier, maçon, et qui dit j'ai envie de transmettre aujourd'hui, et qui va avec nous transmettre. Mais là, on est sur un monde complètement différent. Quelqu'un qui a eu une relation à l'école quelquefois particulière, et donc effectivement là, l'accompagnement doit être différent et plus spécifique. Ce sont des collègues qui vont pas passer par les INSPE et par les formations académiques, qui vont apprendre avec nous. Et là, c'est tout le travail avec les corps d'inspection qui va être vraiment important. Quelqu'un qui était dans l'entreprise, qui devient un professeur d'éco-gestion, c'est un vrai changement de monde, changement de métier. Et donc là, tout cet accompagnement-là qui est de proximité, il va être essentiel. Et c'est aussi tout l'objet du travail qu'on a avec les corps d'inspection. Monsieur Cattiot le disait, dans la relation de proximité, on a aussi à faire tomber les étiquettes sur les inspecteurs, qui n'est pas que celui qui inspecte, qui vient... Quand j'étais au collège, il y avait l'inspecteur qui venait dans le fond de la classe, et si on était sage, on avait des chocolats. Donc c'est pas que ça, un inspecteur. C'est aussi la personne qui va accompagner, qui va donner des clés, qui va donner des ressources, qui va mettre en contact, qui va créer des liens. Et aujourd'hui, c'est aussi une évolution de leur métier, quelque part, dans cet accompagnement-là. Alban Cattiot, peut-être en réaction, l'idée aussi, c'est peut-être de déconstruire aussi la vision qu'on se fait des métiers de l'éducation nationale, et pas seulement la vision qu'on se fait de l'éducation nationale de manière globale. C'est tout un enjeu qui est essentiel, en fait, parce que ça a été dit tout à l'heure, on a tous une idée, une représentation de ce qu'est le monde de l'éducation nationale, de ce qu'est un enseignant, de ce qu'est un chef d'établissement, un inspecteur. Et pour autant, certaines réalités sont quand même assez éloignées de ces schémas représentatifs et parfois un peu caricaturaux que l'on peut avoir. Donc, plus on sera dans cet accompagnement et plus on sera dans la réponse à toutes les problématiques, alors on ne peut pas avoir non plus toutes les réponses, mais plus on aidera ce phénomène d'acculturation qui est essentiel. On est bien sur la construction d'une identité sans pour autant oublier l'identité précédente. Ça a été dit tout à l'heure, quand on vient du monde professionnel et qu'on devient contractuel, on a un passé, on a des compétences,
on a une certaine perception et aussi une certaine idéologie, puisqu'on vient retransmettre et on vient transmettre ce que l'on sait, avec parfois des déceptions parce qu'il y a le monde rêvé et le monde réel. Et il faut essayer de faire coïncider au mieux possible ces deux mondes qui sont parfois très éloignés parce qu'on vit sur ces représentations. Donc nous, notre métier, en quelque sorte, c'est de donner la vision la plus juste possible, reconnaître les talents, et il y en a beaucoup dans l'éducation nationale, reconnaître les talents et les compétences et les connaissances de chaque personne que nous recrutons pour pouvoir leur donner les moyens de s'exprimer à travers ce collectif. Et c'est un enjeu qui reste essentiel. Si on n'y parvient pas, effectivement, on peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des déceptions, des frustrations et aussi des départs. Et dans certaines disciplines, c'est essentiel pour nous de reconnaître, de valoriser, mais également de montrer que cela doit s'inscrire dans des valeurs qui sont celles de l'éducation nationale. Donc l'enjeu est vraiment très très fort. Merci Albin Caccio. Marie-Pierre Luigi, peut-être en réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est extrêmement important et je pensais en entendant les derniers propos qu'il y a aussi les changements de métier à l'intérieur de l'institution. Oui. Là aussi, il faut un accompagnement parce qu'il y a aussi des a priori sur ces changements de métier-là. Mais à un moment, il y a eu une envie et il faut attraper cette envie, la garder et la maintenir avec cet accompagnement. C'est un accompagnement qui est en fait un accompagnement de carrière, c'est-à-dire qu'il débute avec l'accueil des nouveaux personnels, mais il y a toute la formation continue, il y a tout le collectif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une salle des profs, c'est un collectif, un établissement scolaire, c'est un collectif. Toutes ces identités successives, je dirais, qu'on accumule à partir du concours, où on a une identité de corps, et jusqu'à la nomination dans une académie. On a une identité d'une académie, d'une région peut-être, les accents qui commencent à arriver. En Île-de-France, il y a beaucoup d'accents du Midi, par exemple. Eh bien, ces accents-là, on les accompagne dans les académies d'Île-de-France. Et petit à petit, il y a un accompagnement sur un établissement, la classe, la discipline. Eh bien, ce sont des identités successives qui font un tout. Et je crois que sur les changements de métier, il y a aussi beaucoup à dire sur des accompagnements. Mais les métiers bougent aussi à l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle ces accompagnements bougent également. On en parlait tout à l'heure. Le métier de professeur évolue. Tous les métiers de cadre évoluent. Il fut un temps où à l'éducation nationale, il y avait des censeurs. Quand on parlait de l'image de l'inspecteur, on disait aussi qu'il y avait des censeurs au sein dans un établissement scolaire. Vous n'en verrez plus maintenant. Il y a des gens qui écoutent et qui accompagnent. C'est ce qui est important. Jean Pralon, que retenir de l'heure de débat qui vient de s'écouler? Alors, plein de choses. Juste une remarque en passant, qui peut faire un peu conclusion. Dans ce processus-là qui va de attirer, séduire, recruter, intégrer, fidéliser, il y a une question commune, c'est finalement quel est l'objectif qu'on se donne? Qu'est-ce qu'on met au centre de ce processus-là? On peut y mettre plein de choses. Alors si on était face à des recruteurs d'une entreprise privée, ils diraient c'est bien simple, c'est trouver les bons. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on se donne comme objectif. Quand on fait du recrutement, on dit c'est évident, c'est simple, on veut trouver les bons. Ça ne suffit pas, parce que si on pense comme ça, en général, on résume le recrutement et ses processus à un acte technique. C'est l'évaluation. Bon, c'est un acte technique. La technique RH, c'est bien, mais ça ne va jamais très loin en soi. Donc, qu'est-ce qu'on peut se donner comme autre type d'objectif? Et qu'est-ce qu'on met au centre du dispositif? Je crois que ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu ce que vous disiez, c'est mettre au centre du dispositif. L'objectif de ce processus-là, c'est de faire en sorte que devant des élèves, il y ait un professeur compétent et qui soit dans un collectif. Voilà, ça peut être l'objectif. Et si on se donne ça comme objectif, alors c'est plus une question de technique RH d'évaluation, ni même de marque employeur. C'est un peu de marque employeur, un peu de technique RH, tout ça au service de la construction d'un collectif avec des gens qui y sont intégrés et qui sont durablement socialisés. Voilà. Et là, vraiment, de l'objectif qu'on se donne vont découler des actions à mettre en place qui vont converger vers cet objectif-là. Mais vraiment se demander qu'est-ce qu'on met vraiment au centre du réacteur. Et peut-être que là, en l'occurrence, ce qui est au centre du réacteur, c'est la classe, l'élève, la pédagogie et tout ce qui doit y concourir. Eh ben, merci beaucoup Jean Pralon, merci à vous quatre pour cette heure passionnante de débat. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir, comme pour chaque numéro de Périscope, la capsule ressources qui vous est présentée par Sylvaine Paul. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui ont bien voulu répondre à notre enquête. C'est effectivement en grande partie grâce à vous que nous pouvons progresser et améliorer notre offre. Nous tiendrons compte de vos retours pour la programmation de l'année prochaine que nous sommes en train de finaliser.
Ben oui, c'est déjà l'avant-dernière émission de l'année 2022-2023. Voyons alors les ressources proposées cette fois-ci. Comme toujours, nous débutons par une visite des sites institutionnels avec un focus sur la GRH de proximité. La gestion des ressources humaines de proximité, bien sûr. Suite à une expérimentation menée en 2018, le dispositif s'est généralisé à toutes les académies en 2019 et a fait l'objet d'un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui a été paru en février 2019. C'est le rapport numéro 2019-010 intitulé « L'accompagnement des personnels en académie dans le cadre de la GRH de proximité ». La mission qui a conduit à ce rapport était, je cite, « de s'attacher à observer dans les académies les moyens humains mobilisés en matière de GRH de proximité et leur profil, le maillage territorial le plus pertinent et le plus adapté, les lieux d'implantation possibles, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce nouveau service, le plan de formation et d'accompagnement nécessaire des agents prenant en charge cette fonction, les modalités d'information des personnels sur le dispositif mis en place. » Toujours sur le site éducation.gouv.fr, allons voir les engagements pris pour renforcer le service public de l'éducation et attardons-nous plus particulièrement sur l'engagement numéro 5, bénéficier de nouveaux avantages sociaux. C'est en pilotant un des ateliers que Madame Luigi a donc participé à la création du portail Préo et en est depuis la présidente. Préo offre donc à tous les personnels en activité ou retraités une offre de prestations telles qu'une billetterie, de la musique, de la cinémathèque, des actions de formation dans différents domaines, que ce soit du développement personnel ou professionnel, et bien d'autres encore, comme par exemple la location de logements à des tarifs imbattables. Madame Luigi, et nous la remercions, nous a gentiment mis à disposition différents documents au sujet de Préo. Le dépliant 2023 et son affiche, ainsi que la charte des valeurs de l'association. Car Préo, je vous le rappelle, est une association, comme elle nous l'a expliqué lors de l'émission. Ces documents seront bien entendu mis à votre disposition avec le replay de l'émission de ce jour sur la page des périscopes du site de l'IH2EF. L'engagement numéro 10, gérer les ressources humaines au plus près des territoires, les feuilles de route de chaque académie. C'est ainsi qu'en septembre 2020 a été lancé un plan d'action dans les territoires pour mieux informer, mieux écouter, mieux orienter et mieux répondre au personnel. Ces plans d'action sont matérialisés par les feuilles de route RH des académies pilotées par les recteurs. Une carte interactive permet de consulter la feuille de route de chacune de ces académies. Madame Derache et Monsieur Catio, que nous avons le plaisir de recevoir, nous ont fourni quelques-uns des documents produits et utilisés dans l'Académie de Lille. Documents qui seront également mis à votre disposition avec les références des ressources présentées aujourd'hui. On y trouvera bien sûr la feuille de route RH, un guide d'accueil destiné au nouveau personnel, ainsi qu'une carte mentale présentant les questions et informations nécessaires pour mieux connaître les services et les ressources de l'Académie. Un peu comme une foire aux questions. Jean Pralon, qui nous fait l'honneur de sa présence, nous a donné quelques références choisies. Parmi celles-ci, je citerai l'ouvrage « Psychologie du travail et des organisations, 110 notions clés ». Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Gérard Valéry, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Éric Brangier et Michel Dubois. Il a été publié en 2019 chez Duno pour sa 2e édition. Dans cet ouvrage, on recense les principales notions de la psychologie du travail, l'autorité, l'encadrement, le leadership, l'orientation, la santé, l'usure professionnelle, etc., avec à chaque fois une définition, des illustrations et des références bibliographiques. On citera aussi un article paru dans la revue interdisciplinaire Management, Hommes et Entreprises, ou RIM 2012-4, numéro 4, volume 1, page 57 à 73. La socialisation organisationnelle des nouvelles recrues. Sana Gerfel-Enda, Manal El Aboubi, Fatima El Kandoussi. Cet article analyse les comportements et attitudes de jeunes recrues et autres parties prenantes dans différentes situations et différents secteurs d'activité. En très abrégé, bien sûr. On s'intéressera aussi à l'article de Caroline Diard et Virginie Hacher paru en 2019 dans la revue Questions de management numéro 23. Impact de la mise en œuvre d'une réforme organisationnelle sur la perception du contrat psychologique par les enseignants-chercheurs. Je cite une partie du résumé. Cette étude exploratoire de 12 entretiens d'enseignants-chercheurs au sein d'une business school confronte les attentes individuelles aux promesses de l'organisation et détermine à travers la théorie du contrat psychologique et de la justice organisationnelle l'évolution des comportements individuels.
Enfin, nous citerons la partie 3 de l'ouvrage Comportement organisationnel, volume 1, la socialisation organisationnelle, partie rédigée par Delphine Lacaze et parue chez Debug Supérieur en 2005. Le texte sera mis à disposition avec les ressources. Voilà en ce qui concerne les ressources pour aujourd'hui que je souhaitais vous présenter. Avant de repasser la parole à Marc-Antoine et à nos invités pour le mot de la fin, je vous donne rendez-vous le 11 juillet pour la toute dernière émission de la saison. Nous observerons cette fois-ci l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres au périscope. Encore un énorme merci à nos invités pour leur participation à l'émission et au choix des ressources. Ce fut un grand plaisir de préparer cette émission avec vous. Marc-Antoine, c'est à toi. Merci beaucoup Sylvaine, et donc prochain rendez-vous fixé le 11 juillet prochain pour une nouvelle émission consacrée à l'utilisation des réseaux sociaux par les cadres, et ce sera d'ailleurs peut-être intéressant de faire le lien avec l'émission du jour, car ça peut être un bon relais aujourd'hui pour promouvoir la marque employeur au sein de l'éducation nationale. Merci à vous quatre en tout cas d'avoir pris part à cette émission, Merci à et vous. puis on se donne rendez-vous très prochainement. Belle journée à tous et à très bientôt.